Bon, elle, c'est Kathleen Foley, 36 ans, bosse à l'hôpital d'Allentown en Pennsylvanie. Mariée depuis 8 ans à Joe Foley, 39 ans lui aussi, dans le même taf. Sur le papier, tout roule. Un couple heureux, la routine du boulot et les photos d'eux qui respirent le bonheur. On est le 30 juillet 1998. Après une grosse journée, Kathleen et Joe font une pause bien méritée dans un bar du coin. Une petite bière pour souffler et oublier les tracas du boulot. Rien d'extraordinaire, juste un couple qui profite d'un moment tranquille. À 22h, Kathleen et Joe rentrent chez eux peinards, prêts à roupiller après leur soirée. Tout est normal, routine classique. Sauf que, c'est la dernière fois que Kathleen vivra une nuit normale. Car à 6h du mat, le réveil sonne, Kathleen se lève, direction la salle de bain, rien de plus banal. Puis elle file dans la chambre pour secouer Joe, et là, bug total. La pièce est un carnage, du sang partout, Joe étalé sur le lit, inerte. Elle l'appelle, le secoue, rien. Joe ne répond pas. Paniquée, son cerveau tourne à 1000 à l'heure. Elle a l'impression d'être en plein cauchemar, mais non, c'est bien réel. Joe est mort. Kathleen est sous le choc, les mains tremblantes, et elle attrape le téléphone et compose le 911. Sa voix est saccadée, presque incompréhensible. Comment expliquer une scène pareille? Comment trouver les mots quand tout bascule en une fraction de seconde? Quelques minutes plus tard, la police arrive en trombe. Gyrophare, radio qui crépite, l'atmosphère est lourde. Dès qu'ils franchissent le seuil, ils comprennent une chose. Ce n'est pas un simple accident, encore moins un cambriolage qui aurait mal tourné. Non, c'est une scène de crime. Quelqu'un a tué Joe. Mais qui? Et surtout, pourquoi? Les enquêteurs tentent d'apaiser Kathleen, mais son esprit est ailleurs. Elle cherche des réponses. Qui aurait pu lui vouloir du mal? Une dispute récente? Une vengeance? Une histoire qu'elle ignorait totalement? Ce qui est certain, c'est qu'en l'espace de quelques heures, leur foyer est devenu le théâtre d'une enquête criminelle qui va révéler bien plus que ce que l'on imagine. Et vous allez voir, l'histoire est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air. Bref, on commence notre enquête. D'abord, laissez-moi vous décrire la scène dans la chambre. Le spectacle est glaçant. Joe gît sur son lit immobile, baignant dans son propre sang. Et les conclusions sont immédiates. 4 balles en pleine tête à bout portant. Un tir précis et calculé. Ce n'est pas un cambriolage qui a mal tourné, ni une dispute qui a dégénéré. Non, là, on parle d'une exécution pure et simple. Quelqu'un voulait Joe mort. Et pas juste mort, réduit au silence à jamais. Mais alors, qui pouvait lui en vouloir à ce point? Un collègue? Un patient mécontent? Une dette? Une liaison qui aurait mal tourné? Pour l'instant, tout est possible. En général, quand un tueur s'introduit dans une maison, il laisse des traces. Une porte forcée, une vitre brisée, une serrure trafiquée, c'est presque une évidence. Sauf qu'ici, rien. Absolument rien. La maison est intacte. Pas le moindre signe d'effraction. Alors, 2 hypothèses se présentent. Soit le tueur possédait un double des clés, ce qui sous-entend un proche, quelqu'un de confiance, soit, et c'est encore plus troublant, c'est Joe lui-même qui lui a ouvert la porte. Mais pourquoi aurait-il fait ça en pleine nuit? Connaissait-il son assassin? S'attendait-il à cette visite fatale? Quand les enquêteurs commencent à creuser, toutes les pistes mènent à Kathleen. Elle était là, dans la maison au moment du meurtre. Si quelqu'un peut expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est bien elle. Première question logique, a-t-elle entendu des coups de feu? Sa réponse tombe, glaciale, sans hésitation, rien, pas un bruit. Elle dormait profondément et elle n'a rien perçu d'anormal. Bizarre. Et là, tout le monde tique, parce qu'il y a un détail qui ne colle pas du tout. Un tir de pistolet, ce n'est pas un petit claquement discret. On parle d'un bruit entre 1000 et 1200 décibels, l'équivalent d'un avion au décollage. Un son pareil, c'est impossible de ne pas l'entendre, surtout en pleine nuit, dans une maison silencieuse. Alors quoi? Elle ment? Elle était sous somnifère? Ou pire, elle sait exactement ce qui s'est passé?
Les enquêteurs ne veulent pas se précipiter et pour être sûrs, ils interrogent immédiatement les voisins. Parce que si Kathleen n'a rien entendu, quelqu'un d'autre a forcément dû capter quelque chose. Et là, surprise totale. Personne n'a rien entendu. Pas un cri, pas un coup de feu, pas même un bruit suspect. Une nuit parfaitement normale selon tous les témoignages. Là, ça commence à devenir vraiment étrange. Parce que les faits sont là. Joey a bien été tué, 4 balles en pleine tête, et pourtant aucun bruit. Même avec un silencieux, une possibilité à envisager, on parle quand même d'un tir, d'une scène violente. Et personne, pas même la femme qui dormait à quelques mètres de là, n'a réagi. Un casse-tête pour les enquêteurs. Ils reviennent alors à une question simple mais cruciale. Pourquoi Kathleen ne dormait pas dans le même lit que son mari cette nuit-là? Parce que, en théorie, un couple dort ensemble. Elle donne alors une explication plutôt logique. Oui, elle était bien avec Joey au début de la nuit, ils auraient même eu une relation intime avant de dormir, mais après, gênée par les ronflements de son mari, elle aurait décidé d'aller dormir dans la chambre d'à côté. Un détail anodin? Peut-être. Ou alors un alibi soigneusement préparé. Parce que là, il y a trop d'incohérences. Trop d'éléments qui ne collent pas. Un crime sans aucun bruit, une épouse qui dort à côté mais qui ne se réveille pas, un voisinage silencieux, quelque chose ne tourne pas rond. Et les enquêteurs le sentent, ce mystère ne fait que commencer. En enquête criminelle, il y a un principe qui ne trompe jamais. Le coupable est souvent la personne la plus proche de la victime. C'est pas un cliché, c'est une réalité statistique. Mais avant de pointer du doigt qui que ce soit, il faut retourner sur la scène de crime. Parce que si cette affaire ressemble à une énigme, chaque petit détail peut être une pièce du puzzle. Et justement, il y a un truc qui cloche, la poussière. Ouais, la poussière. Ça a l'air insignifiant dit comme ça, mais ici, c'est un vrai problème. Parce qu'elle est partout. Sur les meubles, sur le sol, sur les objets, comme si personne n'avait touché à quoi que ce soit depuis des jours. Et ça, c'est bizarre. Parce qu'un crime, ça laisse des traces. Une lutte, des objets déplacés, des empreintes, mais ici, rien. Alors, les enquêteurs fouillent encore, et là, bingo, une boîte de pistolets. Problème, elle est vide, et l'arme, portée disparue. Première personne à interroger, Kathleen évidemment. Sa réponse, c'est l'arme de Joey, mais je sais pas où elle est. Ah, franchement, difficile de faire plus louche. Un pistolet qui disparaît juste après un meurtre, c'est rarement un hasard. Les enquêteurs font donc ce qui s'impose, comparer les balles retrouvées dans le corps de Joey avec le modèle de l'arme disparue. Verdict, Joey a été tué avec un 9 mm, exactement le même modèle que celui qu'il possédait. Un jackpot pour les enquêteurs? Pas si vite. Parce qu'en Pennsylvanie, il y a 3000 armes identiques en circulation. Et si on élargit aux États-Unis, ce chiffre grimpe à 14 000. Autrement dit, c'est peut-être un indice, mais sûrement pas une preuve. Retour à la case départ. Si la scène de crime ne parle pas, il reste une seule option. Étudier Joey. Qui était-il? Que faisait-il? Qui côtoyait-il? Comment était son couple? Joey n'était pas qu'un simple employé de l'hôpital. Il était aussi représentant syndical et pas du genre à rester dans son coin. Toujours en première ligne pour défendre les droits des travailleurs, prêt à en découdre avec la direction. Un rôle qui, on le sait, peut créer des tensions, voire des ennemis. Alors forcément, une hypothèse s'impose. Et si son engagement syndical lui avait coûté la vie? D'autant plus que la veille de sa mort, une grève avait été organisée par son syndicat. Mauvais timing? Ou bien quelqu'un avait-il décidé que Joey posait trop de problèmes? On imagine déjà un scénario digne d'un polar. Une organisation influente, voulant contrôler le syndicat, décide d'éliminer un leader gênant. Pas de scandale, pas de négociation, juste une solution radicale. Et en voyant la manière dont Joey a été abattu, 4 balles à bout portant propre et net, on pourrait presque croire à un contrat. Alors, les enquêteurs creusent. Ils retournent 20 ans d'engagement syndical, fouillent chaque conflit, chaque menace, chaque rivalité. Résultat, rien. Pas d'ennemis déclarés, pas de tension qui aurait pu justifier un tel crime. Joey était apprécié, respecté. Il n'y avait aucune raison de vouloir sa mort dans son entourage professionnel. Bref, hypothèse abandonnée. Si la piste du travail ne mène nulle part, il faut s'intéresser à l'intime. Joey et Kathleen formaient-ils un couple heureux? À en croire les proches, oui.
Ils s'aimaient, traversaient quelques disputes comme tous les couples, mais rien de bien grave. En tout cas, rien qui justifierait un meurtre. Sauf que l'amour parfait, ça n'existe pas. Et si Kathleen cachait quelque chose? Parce qu'en creusant un peu plus dans son passé, les enquêteurs tombent sur un premier élément troublant. Elle a lutté contre une addiction à la drogue. Et pas juste une petite phase, un vrai problème qui a mené à des dettes importantes et des tensions avec son mari. Joey aurait-il perdu confiance en elle? Ça se pourrait bien. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans toute histoire sombre, il y a toujours un troisième personnage. Et ici, il s'appelle George, un agent de sécurité de l'hôpital où travaille Kathleen. Pas seulement un collègue, un amant. C'est une amie de Kathleen qui lâche le morceau. Elle entretient une liaison avec George et pas qu'un peu. Et ce n'est pas juste une simple aventure. Non, Kathleen le couvre littéralement de cadeaux. Bijoux, objets de luxe et même une aide financière de 1000 $ pour qu'il puisse s'acheter une voiture. Vous la sentez venir, l'odeur du scandale? Quand on confronte Kathleen, cette fois elle ne peut plus nier. Oui, elle avoue sa relation avec George, mais elle insiste, ça ne fait pas de moi une meurtrière. Peut-être bien, mais une chose est sûre, dans ce dossier, George n'est plus qu'un simple figurant. Les gars, on a grave sous-estimé un détail énorme dans cette histoire, le téléphone fixe du couple. Eh ouais, alors qu'on était tous focus sur les témoignages chelous et les incohérences de Kathleen, on a zappé un truc qui pourrait tout changer. Les enquêteurs ont enfin vérifié les appels et devinez quoi? Joey a reçu 4 appels d'un pote dans la nuit du drame. 4 appels les gars, et personne n'a répondu. Mais attendez, Kathleen nous a bien dit que les renflements de son mari l'empêchaient de dormir, non? Donc, logiquement, elle était réveillée. Alors pourquoi elle a pas décroché? Coïncidence? Oubli? Flemme? Ou elle savait très bien pourquoi elle voulait pas répondre? Et là, bam, un autre détail qui fait tout basculer. Les voisins, ces héros de l'ombre qui captent des trucs que même la police loupe. Ils ont juré que la voiture du couple n'était pas garée au même endroit que lorsqu'ils sont rentrés du bar. Mais attends, Kathleen nous a bien dit que Joe était complètement fracassé et qu'il a dormi direct, non? Donc, qui a bougé la voiture? Si Joey était trop bourré pour conduire, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le volant. Quelqu'un d'autre était là cette nuit-là? Ou bien c'est Kathleen elle-même qui l'a déplacé? Mais pourquoi? Là, la police commence à lever un sourcil. Parce que faut être honnête, Kathleen commence à sentir le mensonge à plein nez. Ses versions tiennent pas debout, il y a des trous partout. Résultat, hop, garde à vue provisoire. Et maintenant, la question qui nous trotte tous dans la tête, est-ce que Kathleen a tué Joey? Pour l'instant, rien de bêtant contre elle. Mais entre nous, ça pue l'embrouille. Et perso, j'ai l'impression qu'on est qu'au début des révélations. Parce que si on gratte encore un peu, je suis sûr qu'on va tomber sur du lourd. Il semble que nous ayons accumulé beaucoup d'informations dans cette affaire. Résumons tout cela pour mieux comprendre et voir si nous avons enfin une preuve tangible. Tout d'abord, nous avons une victime abattue de 4 balles. L'arme du crime, introuvable. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que la maison ne présente aucune trace d'effraction. Conclusion logique, personne n'est entré par effraction. Ensuite, parlons de Kathleen. Elle a un amant et selon plusieurs témoignages, elle serait prête à tout pour lui. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle affirme ne pas avoir entendu les coups de feu, tout comme les voisins d'ailleurs. Autre élément troublant, quelqu'un a utilisé la voiture de Joey en pleine nuit. Qui? Pourquoi? Mystère. Si on s'arrête là, tout pointe vers Kathleen. Et beaucoup sont persuadés qu'elle ment. Mais nous, on veut des preuves scientifiques. Parce que la science, elle, ne ment pas. Premier élément clé, l'autopsie. Et là, attention, gros retournement de situation. Le médecin légiste confirme que Joey est mort vers 22h. Bien avant les minuit 30 annoncés par Kathleen. Et comment il en est sûr? Grâce à la présence d'alcool dans son organisme. Si Joey avait été tué à minuit et demi, son corps aurait eu le temps d'éliminer l'alcool et les analyses n'auraient rien détecté. Résultat, Kathleen ment. Mais ce n'est pas fini. La police décide d'analyser ses vêtements, ceux qu'elle portait cette nuit-là et qui ont été retrouvés dans la chambre du crime. Pourquoi c'est important? Parce qu'un tir de revolver laisse des résidus microscopiques sur les vêtements du tireur. Si ces vêtements ont bien été portés par Kathleen cette nuit-là, alors les résultats d'analyse pourraient être la clé de toute l'affaire. La police envoie donc tout ça au laboratoire et c'est là que tout va se jouer.
L'affaire Kathleen et Joey, c'est l'exemple parfait du crime presque parfait. Sauf que la science et les enquêteurs étaient là pour déjouer le plan. Après des semaines d'investigation, les experts ont livré leur verdict. Et autant dire que ça ne sent pas bon du tout pour Kathleen. L'analyse de ses vêtements a révélé la présence de plomb et de barium, des éléments chimiques caractéristiques des résidus de tir. Pour faire simple, ces particules sont libérées à chaque coup de feu et viennent se coller sur les vêtements du tireur. Conclusion, impossible pour Kathleen de nier son implication. Mais ce n'est que la première pièce du puzzle. Les enquêteurs ont aussi découvert des empreintes sur la boîte du pistolet, prouvant que quelqu'un l'avait ouverte la nuit du meurtre. Et grâce à la poussière accumulée dans la maison, ils ont pu déterminer que la boîte avait bel et bien été déplacée récemment. Un détail qui aurait pu passer inaperçu que si on s'était contenté d'une enquête classique. Or là, tout concorde. Quelqu'un a sorti l'arme et cette personne ne peut être que Kathleen. Avec toutes ces preuves, la police a pu reconstituer précisément les faits. Cette nuit-là, Joey s'endort vers 21h30. Une demi-heure plus tard, Kathleen entre dans la chambre, pistolet en main, elle vise la tête et tire 4 fois, froidement, méthodiquement. Personne n'entend rien, pourquoi ? Parce que le quartier est animé, les voitures passent, les bruits de fond couvrent les détonations, elle savait que c'était le moment parfait, mais elle ne s'arrête pas là. Pour brouiller les pistes, elle prend la voiture de Joey et s'éloigne de la maison. Destination inconnue, mais son but est clair, faire disparaître l'arme du crime. Une fois cela fait, elle revient chez elle et agit comme si de rien n'était. Sauf qu'on ne trompe pas la police aussi facilement. Le 2 octobre 2000, Kathleen est condamnée à la prison à perpétuité. Une sentence méritée au vu des preuves accablantes. Elle finira par mourir en détention en 2016. Mais pourquoi a-t-elle fait ça ? Simple, l'argent et la passion. Avec la mort de Joey, elle pouvait toucher 212 000 $ d'assurance vie et partir vivre avec son amant, George. Un plan qui semblait parfait, sauf que la justice l'a rattrapé. Et George, dans tout ça, rien, aucun élément pour l'impliquer. Pas d'empreinte, pas de preuve qu'il ait participé au crime, il s'en est sorti libre, pendant que Kathleen, elle, payait le prix de son ambition et de sa trahison. Un crime motivé par la cupidité, exécuté avec sang-froid, mais trahi par la science et les détails qu'elle avait négligés. Une preuve de plus qu'il est presque impossible de commettre le crime parfait.